Suge Knight aurait tenté de lui mettre un coup de pression, de l'impressionner, de faire le gangster, ce qu'il fait toujours. Et Lyor Cohen aurait dit un fossoyeur est littéralement une personne qui creuse des trous, qui creuse des tombes en fait. Dans les registres littéraires, c'est une personne qui anéantit, qui détruit en fait des civilisations, des communautés, un groupe de personnes. Et s'il y a bien un personnage dans le rap game en fait qui a été qualifié à de nombreuses reprises de fossoyeur, c'est bien Lyor Cohen. Lyor Cohen, pour certains, Lyor Cohen. Donc c'est un vieux de la vieille, c'est une vieille canaille en fait qui a traversé le temps, qui est présent depuis des années dans le rap game et qui a été au départ de nombreuses carrières et à la fin également de nombreuses carrières. Et la question est de savoir, est-il vraiment le fossoyeur du rap game? Lyor Cohen, c'est un CEO dans l'industrie musicale depuis plus de 30 ans. Il est présent depuis des années. Au départ, il n'était pas prédestiné en fait à une carrière dans la musique. Il a fait ses études à Los Angeles. Il s'est lancé dans un business de crevettes, donc en Équateur. C'est assez exotique. En Équateur, ça n'a pas marché, ça a floppé. Il est retourné à Los Angeles et il travaillait en fait en banque. Et lorsqu'il se rendait en fait sur son lieu de travail, il est tombé sur un flyer, en fait, une invitation à une soirée par un collectif en fait nommé la Uncle Jam Army. C'est un collectif donc de DJ basé sur la West Coast qui organisait des fêtes, des shows. Il va s'y rendre. C'est l'un des seuls blancs à s'y rendre, si ce n'est le seul blanc à être présent. Il va y aller une fois, deux fois, trois fois. Bref, il est piqué, il est mordu. Il aime ses ambiances, il aime ce qu'il voit. Et il se dit quand même opportuniste en fait, et avec pas mal d'idées plein la tête, il se dit qu'il pourrait faire la même chose avec une autre audience dans un autre endroit en mieux. Donc ça va être le début, lui, de ses premiers pas dans la musique. Il va en fait organiser les mêmes choses, les mêmes shows, donc les mêmes parties, les mêmes fêtes, avec des artistes comme Ice-T, comme Red Hot Chili Pepper, et aussi, surtout, Run DMC. Il sera l'un des premiers managers, si ce n'est le premier manager de Run DMC. Il va travailler donc avec et pour Russell Simmons, et ça va être le début de son ascension dans l'industrie musicale. Ancien président de Def Jam, il a travaillé également chez Rockefeller, avec Murder Inc. également. On le sait beaucoup moins, il a travaillé aussi avec des artistes pop rock comme Nickelback, comme Mariah Carey ou bien de Red Hot Chili Peppers, comme je le disais. Et un peu comme P. Diddy, on se doute bien que pour réussir dans cette industrie, on n'y arrive pas sans marcher sur quelques personnes, sans écraser quelques communautés, sans passer par des pratiques quelque peu douteuses ou du moins questionnables, et on va en voir quelques-unes ensemble. Clique sur le lien de description juste en bas pour recevoir immédiatement et gratuitement donc 10 astuces pour lire et retenir de manière beaucoup plus facile. Ça va t'aider donc de manière simple en fait à retenir tous tes contenus de lecture. Ça peut t'aider pour tes études et ça se passe juste en bas. À une remise de prix, donc Dr. Dre est présent, Snoop Dogg également, et Lyor Cohen en fait va profiter de ce moment pour faire une offre en fait à Snoop Dogg. L'idée est de le sortir de son contrat avec Death Row, et pour ça en fait direction New York, il va lui faire cette offre, il ne va pas le signer, et ça va déplaire fortement donc à Suge Knight, qui va leur ruer dans les brancards en fait à Def Jam, puisqu'il s'agit d'eux. Il va se rendre dans leurs locaux, donc voir Lyor Cohen et Russell Simmons, leur mettre un coup de pression en fait concrètement, en leur disant que c'est pas de cette manière-là qu'on négocie. Ils vont avoir très peur, à raison, on parle de Suge Knight quand même, on sait qui il est. Et par la suite, en fait, Lyor Cohen, lui, va se défendre en disant qu'on a fait ce que tout fond bon label, on lui a fait une offre, on ne l'a pas signé. Donc c'est déjà un peu tricky, bon, mais bref. Alors il y aurait une deuxième embrouille avec Death Row. Warren G, donc artiste Def Jam, donc fait un featuring avec Nate Dogg, le carton Regulate. Et pour cela, en fait, Def Jam a besoin de l'autorisation et des droits, en fait, donc que doit donner Death Row. Death Row aurait demandé beaucoup trop d'argent. On parle de près d'$1 million. Pour cela, Lyor Cohen va se rendre dans les locaux donc de Death Row, négocier avec Suge Knight. Suge Knight aurait tenté de lui mettre un coup de pression, de l'impressionner, de faire le gangster, ce qu'il fait toujours. Et Lyor Cohen aurait dit, écoute, on va laisser ces trucs de gangster dehors et on va négocier comme des vrais hommes, comme de vrais businessmen. Ça aurait été le début des négociations et au final, il s'en serait sorti pour une facture de $250 000 pour Nate Dogg et sa présence sur le son. Il aurait pris ses dispositions quand même, il aurait averti ses avocats. Demain, à telle heure, je serai dans les locaux de Death Row et si je ne reviens pas, s'il m'arrive quoi que ce soit, dès le lendemain, vous faites fermer les locaux. Vous faites fermer le label, c'est cuit, c'est mort pour eux. Donc, il faut quand même lui accorder son crédit. Il a fait un mouvement un peu chelou avec Snoop Dogg, mais il a eu les baloches d'aller voir donc Suge Knight et de négocier avec lui donc la présence de Nate Dogg sur Regulate. Il a du cran. Il aurait piégé Young Thug et le YSL. Avec son label 300 Entertainment, Kevin Liles, Lyor Cohen et Young Thug ont fait beaucoup de projets, beaucoup de sous ensemble, ça a très bien marché. Pourtant, en 2021, Warner va décider de racheter le label 300 Entertainment pour $400 millions. Ça va être la fête pendant un temps jusqu'à mai 2022 où le YSL et Young Thug vont être inculpés sous la loi RICO
pour des activités donc de vente de substances illicites, de trafic et également de meurtre en fait, d'homicide. Et il se dit en fait que simplement La'Haire Cohen, il est très peu probable que Kevin Liles et La'Haire Cohen n'aient pas été informés qu'il y avait une enquête qui a été ouverte sur le YSL et Young Thug et qu'ils ont fait un move en fait un peu chelou, un peu tricky où ils ont en fait fait refiler la patate chaude et fait l'autruche en fait. Il est même question que La'Haire Cohen témoigne en faveur de Young Thug, mais pour beaucoup c'est un jeu de dupes. Ils les auraient pas piégés à proprement parler, mais ils ont fait un move très opportuniste, presque de bâtard, j'ai envie de dire. C'est lui qui aurait chuchoté à l'oreille de Jay-Z afin de briser Rockefeller, de mettre un terme à cette aventure. Donc Damon Dash, il est remonté depuis des années, il est remonté comme un coucou depuis longtemps contre La'Haire Cohen. Pour lui, pour Damon Dash, c'est La'Haire Cohen, l'ange de malheur en fait, qui a influencé Jay-Z à s'éloigner donc de Biggs et de lui-même, de Damon Dash. Donc La'Haire Cohen souhaitait que Jay-Z ait un public beaucoup plus large, beaucoup plus important, beaucoup plus mainstream en fait, et d'après lui, cela passait par la fin de Rockefeller et aussi de leur amitié. Donc Damon Dash, il en veut beaucoup, il l'appelle souvent La'Haire Cohen, et il l'invective souvent en lui demandant pour quelle raison il est présent dans l'hip-hop, dans l'industrie hip-hop, et pas dans la pop ou le rock, rapport à sa couleur de peau. Pour une bonne partie de l'audience, il serait également celui qui a démocratisé, qui a popularisé les artistes en fait qui usent et abusent de substances illicites assez dures. On parle pas de marijuana, et il s'en est d'ailleurs défendu en fait dans l'émission de Breakfast Club, donc où il a dit en fait qu'il a condamné la consommation de substances illicites, de drogues dures, mais en même temps, il fait la promotion, en fait, il vend ses artistes, et à la fin, il les abandonne également. On se souvient de DMX. Et Charlamagne tha God, donc, chroniqueur, animateur dans l'émission, l'a repris en se demandant, est-ce que c'est pas opportuniste, est-ce que c'est pas hypocrite? Et il a confirmé, effectivement, je suis opportuniste, parce que je dois l'être, en fait, dans cette industrie. J'ai une famille à nourrir, alors ça, c'est l'excuse, mais effectivement, je dois l'être dans ce business. C'est assez condamnable. Fun fact, il est aujourd'hui à la tête de YouTube Music. Alors, est-il le croque-mitaine que l'on dit qu'il est? Eh bien, je ne pense pas. Il était nécessaire, en fait, qu'il y ait des personnes comme lui au sein de cette musique pour en faire la promotion, pour en faire le marketing. Et effectivement, c'est quelqu'un d'opportuniste, il ne s'en cache pas, mais on ne peut pas mettre sur lui, en fait, toute la responsabilité des écarts de conduite des artistes. On parle d'adultes responsables qui ont décidé de faire leur choix, pour consommer les substances qu'ils souhaitent, et qui doit aussi en assumer la responsabilité et les conséquences. Ajoutez à cela que c'est un CEO juif dans une industrie à majorité noire américaine, donc, et que ça renvoie à des souvenirs, à de très mauvais souvenirs, à un passé très douloureux aux États-Unis, donc ça fait pas grimper son capital sympathie, donc d'autant plus qu'il est très cocky, très arrogant, il a une manière de parler assez prétentieuse, souvent le cigare au bec. À un moment il faisait même le signe Bloods, je pensais vraiment qu'il était affilié aux Bloods, ce qui n'est pas le cas. Et pour moi, en fait, il paye également son délit de sale gueule. Il a des traits du visage très prononcés. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'il est vilain, mais il est très prononcé. Il ressemble beaucoup à Ron Perlman. Pour moi, il pourrait être frère, il pourrait être de la même famille. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais pour moi, en fait, il paye quand même ce délit de sale gueule, mais il ne peut pas être pris pour le seul responsable de la chute ou de certains artistes, des mauvaises décisions de certains artistes. Dites-moi ce que vous en pensez si vous connaissiez ce personnage, son poids dans l'industrie. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est lui le Thanos du game, l'alpha, l'oméga qui mettra fin aux carrières de certains, de tous, voire? Commentez, et on se retrouve très bientôt.